Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur RP Média dans votre émission Quartier Général. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir M. Marat sur notre plateau. On va parler avec lui de ses écrits, de ses activités politiques et notamment de ses écrits parce que c'est quelque chose qui est très important sur le champ politique au Mali aujourd'hui. Bon, Marat donne un champ plus large d'analyse sur le Mali, notamment sur le plan économique, politique et plein d'autres choses. Bonjour M. Marat. Bonjour et content de vous retrouver à RP Media. Merci pour ta présence. Avec plaisir. Donc, ça fait un petit moment qu'on ne t'a pas vu sur notre plateau. Effectivement, ça fait longtemps, mais bon. Ce sont les vicissitudes de la vie. Ça fait longtemps que je ne viens pas ici en France, mais on se retrouve. En tout cas, on te remercie pour ta disponibilité. Oui. Avant de commencer l'émission, quand même, j'ai un petit témoignage à faire par Mm. rapport à toi, par rapport à tes disponibilités, de façon générale, hein, pas pour, Absolument. uniquement pour l'émission. Mm. Je me rappelle en 2023, quand tu as sorti ton livre, le deuxième tome de Le Mali entre Vents et marées. vents et marées. Donc là, je voulais acheter le bouquin sur Mhm. Amazon, précommandé, mais c'était à 91 euros comme ça. Un peu cher. Donc, du coup, je t'ai contacté, je t'ai Mhm. dit, bon, moi, je vais acheter le bouquin. Et tu me dis tout de suite, mais ça coûte très cher. C'est Mais si cher. tu veux, je t'envoie sur PDF. Ça m'a surpris parce Mhm. que c'est rare de voir des hommes politiques Mhm. comme toi avec cette figure, Mhm. votre disponibilité. Mhm. Moi, personnellement, je tiens à te remercier de façon publique Oh, c'est pour normal. ce geste. Non, c'est normal parce que le livre, pour moi, c'est surtout l'occasion de partager. Ce n'est pas le gain qu'on peut tirer du livre. Mhm. Et donc, chaque fois que quelqu'un me contacte pour me dire qu'il a du mal à accéder à mes livres, comme tous les livres, j'ai les manuscrits sur ordinateur, ben, j'envoie. Ouais, Et le plus important, c'est le contenu. Ce n'est pas l'achat ou l'éventuel revenu qu'on tire de ça. Moi, j'ai participé plusieurs fois aux frais d'édition de mes ouvrages parce qu'on sait ouais, que dans nos pays, la rédaction de livres, ce n'est pas ce qui fait gagner son nom. Mais exactement. l'expérience à partager, les idées à partager, c'est nettement plus important. Donc, Exactement. je le referai volontiers. En tout cas, c'est visible sur toutes Mhm, vos plateformes de mhm, communication, notamment là-bas, le parti élément. mhm. Bon, je suis permanent sur votre site, voir, Merci. lire vos articles et autres. Merci C'est bien. très intéressant ce que vous faites, même si on n'est pas d'accord sur certaines idées. Absolument, Donc, absolument. il faut Évident. partager. Mhm. En tout cas, j'aimerais commencer cette émission avec une de vos sorties. Vous avez accordé une interview à Jeune Afrique, je crois que c'est en août 2023. OK. Dans cette interview, vous avez dit le Mali tient bien tant bien que mal, mais Uh-huh. le Mali tient. Mhm. Je commence. Est-ce qu'aujourd'hui le Mali tient toujours? Le Mali tient, même si c'est difficile, le Mali tient et j'espère et je prie pour que le Mali tiendra toujours. Vous savez, Mhm. le pays quand même, c'est un pays de 23, 24 millions d'habitants à l'intérieur, mais c'est aussi et surtout un pays de 7 à 8 millions d'habitants à D'habitants. l'extérieur du Mhm. pays. Et ceux qui sont à l'extérieur du pays, ils envoient plus de fonds que toute autre source de financement de notre pays, la D'accord. diaspora. La diaspora est un moteur important grâce auquel le Mali tient. Mais le Mali aussi est un pays à vocation agricole. 60% de la population vit dans les zones rurales Mhm. et produisent. Et cette agriculture-là, grâce à Dieu, grâce à la pluviométrie, arrive tant bien que mal à fournir, on va dire, 2 tiers de ce dont les gens ont besoin pour vivre. Mhm. Après, le Mali, c'est le dynamisme des opérateurs économiques. Malgré le contexte difficile, malgré toutes les difficultés, les gens, ils produisent, les gens, ils achètent, ils vont à l'extérieur, ils achètent des produits, ils approvisionnent le pays. Mhm. Donc, quel que soit le contexte politique ou social dans lequel nous évoluons, ces réalités font que le pays, dans les grandes lignes, il tient. C'est difficile, il ne faut pas Mhm. se voiler la face, mais Inch'Allah, il va continuer dans cette direction. Ok, vous avez dit c'est difficile. Bon, on sait qu'on est confronté à certaines difficultés Difficulté. aujourd'hui sur le plan politique, sur le côté relations internationales. On a beaucoup de difficultés aujourd'hui à ces niveaux. Donc quand tu dis, déjà on va se tutoyer déjà, quand tu Mhm. dis que c'est difficile, Mhm. est-ce que tu peux nous expliquer quelques difficultés? Parce que je sais très bien que vous êtes Mhm. expert comptable. Si aujourd'hui quelqu'un approche, quelqu'un peut être considéré comme médecin des entreprises ou Mhm. du système économique du pays, tu fais partie. Mhm. Mais quelques difficultés, est-ce que tu peux nous expliquer Oui, sur le plan oui, politique et économique? c'est relativement aisé à comprendre. Mhm. La première difficulté aujourd'hui, c'est le contexte sécuritaire
qui entament beaucoup d'activités économiques dans le pays. Mhm. Vous avez des endroits au pays où les foires hebdomadaires ne se tiennent pas, où les gens ne peuvent pas voyager pour aller vendre leurs produits, acheter des produits et autres. À l'intérieur du pays, ça c'est une première source de difficulté. D'accord. Deuxième source de difficulté, c'est l'énergie. Depuis quand même 1 an et demi, le pays a du mal à s'approvisionner en énergie et à mettre de l'énergie à la disposition de tous. des opérateurs économiques, dont de nombreux petits opérateurs économiques comme les artisans, les commerçants, les vendeuses de jus de fruits et d'aliments. Et à Bamako, aujourd'hui, on a 6 à 7 heures d'énergie par jour. Mhm. Donc ça, c'est quand même une grande difficulté et une source de difficulté importante. Ensuite, le contexte de transition. D'accord. Indépendamment même des choix politiques de la transition, le contexte de transition, ça limite l'accès du pays à un certain nombre de ressources, parce que vous avez des pays, dès qu'il y a une rupture non constitutionnelle, dès qu'il y a un coup d'État, ces pays arrêtent la coopération, avec le pays. Après, il y a le choix des autorités de la transition, qui est quand même un choix qui nous a amené à nous détourner beaucoup de partenariats, notamment les partenariats des pays occidentaux de manière générale. Et comme nous savons, les pays occidentaux sont quand même les premières sources de financement de nos pays. Que vous avez critiqué. Et que j'ai régulièrement critiqué en disant que nous pouvons affirmer notre souveraineté, nous pouvons vivre notre souveraineté sans forcément être en tension avec nos partenaires et en tension avec nos voisins. Parce qu'il y a aussi la question des voisins et la question de la CEDEAO, la question des voisins qui a aussi des impacts économiques. Donc vous avez des difficultés économiques structurelles, des difficultés économiques conjoncturelles et des difficultés économiques suite au choix politique de nos... Tu dis que le Mali tient oui, toujours. Il aurait pu mieux tenir. Mais le pays, quand on dit le pays rompt ou le pays ne tient pas, ça veut dire le pays est à l'étape comme on le voit au Soudan ou comme on le voit en Somalie, qu'à Dieu ne plaise que le Mali ne soit jamais dans cette situation-là. Nous avons un pays où les gens, tant bien que mal, ils se lèvent le matin, ils travaillent avec les difficultés, ils essayent de mettre de la nourriture sur la table pour nourrir les enfants, difficilement, mais les gens sont debout, ils se battent. Et les gens à l'extérieur du pays aussi nous aident. Et la diaspora, il ne faut pas l'oublier, il faut saluer la diaspora à chaque occasion, parce que sans la diaspora, justement, je ne suis pas sûr si le pays aurait tenu. Selon tes explications, parce que quand on regarde aujourd'hui, on peut dire que les événements d'août 2020, suite au coup d'État, selon les choix politiques de la transition, est-ce qu'on peut dire que ces choix ont beaucoup joué sur cette situation actuelle, cette difficulté économique, structurelle ou autre? Il n'y a pas de doute. Je donne juste l'exemple de l'énergie. La fourniture d'énergie a subi des difficultés importantes suite à l'impossibilité ou aux difficultés des EDM de payer ses fournisseurs de carburant. Parce que la source d'énergie principale dans notre pays, c'est le carburant, c'est les groupes électrogènes. Si EDM ne peut pas payer le carburant, il n'y a pas de carburant dans le groupe s'arrête, on n'a pas d'énergie. Ça a été un grand manque. Mais l'énergie, c'est aussi ce que la Côte d'Ivoire nous fournissait. À l'époque. Et nos autorités ont décidé de ne pas travailler avec la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une décision politique. La Côte d'Ivoire, on leur doit de l'argent, c'est vrai, mais on aurait pu continuer à travailler avec eux en payant une partie de ce qu'on leur doit et puis en continuant à payer ce qu'on consomme. Et je suis sûr qu'on aurait eu l'énergie aujourd'hui. Et l'énergie de la Côte d'Ivoire, c'est à peu près 20% de notre énergie. Oui. Donc, on se prive volontairement de 20% de l'énergie. Ça accroît le délestage. Ça n'aurait pas pu résoudre tout le délestage, mais au moins, ça aurait pu diviser le délestage par deux. Ouais, selon toi, il n'y a pas d'autres moyens internes aujourd'hui pour pallier Aujourd'hui, il n'y en a pas, c'est pourquoi on n'a pas d'énergie. En fait, vous avez les barrages. Nous avons le barrage de Manantali, de Felou, de Gouina, qui donnent de l'énergie aujourd'hui. Si on a les 6-7 heures d'énergie à Bamako par jour, c'est grâce au barrage. Parce que EDM a arrêté ses groupes, EDM n'a pas de carburant à mettre dans ses groupes, et on se prive de l'énergie de la Côte d'Ivoire. Ce sont les 3 principales sources d'énergie. Il y a une qui n'est pas disponible parce qu'on n'a pas les moyens, il y a une autre qui n'est pas disponible parce qu'on a décidé de ne pas la chercher, et il n'y a que le 3e qui est disponible, c'est-à-dire les barrages. Ok, donc on a discuté de ces problèmes. Peut-être là, je reviens à votre 2 livres, les 2 derniers livres.
celui de 2015-2017. Vous parlez des problèmes structurels au fait de 2015-2017, mais de façon plus large. Vous avez parlé de l'accord d'Alger, la façon dont cet accord a été traité, ainsi de suite. Et quand on revient sur le deuxième tome, donc dans la première partie, vous dites que l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta a fait le mauvais choix de se présenter en 2018. S'il n'était pas se présenter, qu'est-ce qui allait se passer? Tu t'es posé cette question. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est les crises de 2018 aujourd'hui qui nous ont amenés jusqu'à ce point? Parce que tu as un peu analysé ces Je points. pense que la crise politique suite aux élections présidentielles de 2018 s'est poursuivie jusqu'en 2020. Si tu suis un peu le chronogramme, 2018, les élections présidentielles, les résultats non reconnus par le camp de Feu Soumaïla Cissé à son âme. Le camp qui, grosso modo, est devenu M5 RFP deux ans plus tard. Ouais. Mais en 2019, il y a eu aussi les crises contre le gouvernement de Boubèye, la motion de censure par sa majorité, le départ de Boubèye, l'insécurité qui est devenue très très forte avec les massacres de Ogosagou et autres en 2019. Et ensuite, on arrive en 2020, la crise qui se développe et on crée le mouvement du 5 juin, les manifestations hebdomadaires tous les vendredis sur la place de l'indépendance et ensuite la chute du président. Bon, il y a eu des erreurs aussi. Parce que les élections législatives de 2020 et la Cour constitutionnelle qui a décidé d'élire plus de 30 députés alors qu'ils avaient perdu, dont celui qui est devenu après le président de l'Assemblée nationale, ça a été quand même la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais la crise de 2018, mal réglée, a aussi, je dirais, conduit à ce que nous avons vécu en 2020. C'est pourquoi beaucoup d'observateurs, et je suis d'accord avec ceux-ci, ont indiqué que le président Ibeka, compte tenu du premier mandat qui ne s'est pas bien passé, avec beaucoup d'échecs et beaucoup de difficultés, il aurait dû sagement ne pas se présenter. Est-ce que tu as parlé avec Ibeka à ce moment-là? Parce que tu étais son premier ministre quand même. Non, moi, je n'ai pas parlé avec lui en 2018 parce qu'en 2018, j'étais dans l'opposition. Je crois que tu te rappelles que j'ai soutenu Cheikh Mourou Diarra aux élections présidentielles de 2018 et notre objectif, c'était que le président Ibeka ne soit pas réélu en 2018. Nous avons quitté la majorité en 2017 à la suite de tout ce qui est mouvement anti-Abana, la révision ratée de la Constitution de 2017. À la suite de ça, nous avons tiré la conclusion que la majorité n'était pas vraiment à la hauteur des attentes du pays. On a quitté, on s'est inscrit dans l'opposition à partir de 2017. Ok, mais avec toutes ces expériences dans votre livre, quand on regarde sur les 4 points, la question de la sécurité, la question de l'économie, les relations internationales ou autres, est-ce que tu es en contact avec les autorités actuelles pour leur donner ou pour les accompagner afin d'éviter ces erreurs commises? Personnellement, on va dire, c'est triste de le dire, mais les autorités actuelles ont rompu le contact avec moi. Depuis le début de la transition, tout en ne soutenant pas du tout le coup d'État, en ne nous joignant pas au M5 RFP parce que nous sommes républicains et que nous ne soutenons pas les ruptures non constitutionnelles. Mais quand le coup d'État est survenu, nous avons dit, peut-être à quelque chose, malheur est bon. Et nous avons commencé à entrer en contact avec les autorités de la transition, à leur donner des conseils. Je me rappelle que le premier conseil que j'ai donné aux autorités de la transition, c'était de ne pas constituer de gouvernement politique. Pendant la transition, c'est de prendre des technocrates qui ne sont pas dans les partis, qui n'ont pas d'ambition pour les élections, pour qu'eux, ils redressent avec les militaires pendant la transition et ensuite qu'on organise les élections et les partis politiques viendront ensuite pour continuer. Je n'ai pas été suivi par les autorités de la transition. Mais tu es passé par quelle voie? Juste par les médias? Non, la voie de la vidéo est quand même la voie la plus sûre parce que tout le pays est au courant et donc ils sont au courant. Mais je suis aussi allé... Sans te couper la parole, pourquoi tu n'as pas, par exemple, participé aux ANR ou aux événements? Non, les ANR sont venus plus tard. J'ai participé, par exemple, aux concertations nationales de septembre 2020. C'est-à-dire, quand il y a eu le coup d'État en août 2020, les autorités de la transition ont organisé les concertations nationales. Ce sont les concertations nationales qui ont abouti à la charte de la transition. J'ai participé à cette étape. Tout en n'étant pas du tout, les Yélémans n'étaient pas dans le gouvernement, on n'a pas été chercheurs de place. Et même le CNT, on n'a pas proposé de candidat pour le CNT. Mais nous avons dit,
nous allons accompagner les autorités de la transition, on leur donne les conseils. Le Premier ministre Mokhtar Wane qui avait mis en place le comité d'orientation stratégique pour essayer de mettre les acteurs politiques ensemble, il a pris part à toutes ces étapes-là. Donc, nous étions en contact avec les autorités. Moi, j'ai été reçu par le président Badaou. Mokhtar Wane, je l'ai vu plusieurs fois. Donc, on donnait les conseils pendant cette phase de la transition. Après, il y a eu le second coup d'État. Et même après le second coup d'État, on a maintenu le contact avec les autorités militaires. Moi, personnellement, j'ai continué à être reçu par les autorités militaires jusqu'au début de l'année 2024. Donc, jusqu'au début de cette année. Je ne sais pas si tu te souviens, mais au début de cette année, j'ai lancé une initiative pour sauver la transition. J'ai été reçu par le ministre de la Défense, j'ai été reçu par le ministre de l'Administration territoriale, j'ai été reçu par le Premier ministre, Choguel en son temps. Et aux autorités, je leur ai dit, là où la transition est aujourd'hui, il faut que vous essayiez de mettre les gens ensemble pour faire face aux questions de paix et de réconciliation nationale, pour faire face aux questions d'énergie, aux questions économiques, et aux questions des libertés, parce que nous avons beaucoup de gens qui sont arrêtés. Mais est-ce que là, les espaces qui ont été organisés, c'était pas fait aussi pour ça? Les ANR... On va arriver. Les ANR, c'était avant. Les ANR, très sincèrement... Parce que toi, tu es parti après. Mais est-ce que c'était l'opportunité aussi de... Les ANR, c'était en fin 2021. Et les ANR ont été organisés pour proroger la transition. C'est ce que nous avons compris tout de suite, qu'on veut organiser une sorte de rencontre pour proroger la transition. L'EJ, c'était la même chose. Donc nous n'avons pas participé aux ANR très clairement parce qu'on estime que ce n'était pas une occasion pour que les Maliens se mettent ensemble. Maintenant, on arrive à cette année 2024. J'ai dit tout à l'heure, j'ai pris cette initiative, j'ai rencontré les autorités et puis je leur ai dit un certain nombre de suggestions qui n'ont pas été suivies. Comme par exemple? Par exemple, sur la question de la paix et de la réconciliation nationale. Au lieu de convoquer un dialogue intermalien qui exclut de facto ceux qui ont pris les armes. Parce que si on veut faire la paix, on fait la paix avec ceux avec qui on se bat. On ne fait pas la paix entre nous, il n'y a pas de risque de guerre entre nous. Donc j'ai dit, au lieu de nous lancer dans un processus de dialogue, organisons un processus pour parler avec ceux qui ont pris des armes. Et qui précisément? Les mouvements rebelles? Les deux. Les rebelles et les terroristes. Mais ce n'est pas contradictoire à un de vos articles, en fait, dans des articles, quand tu dis négocier avec les terroristes. Négocier avec les terroristes, c'est une fausse bonne solution. Oui. Oui, exactement. Mais ça aussi, l'article, je ne sais pas si tu as lu le contenu. Si, oui, j'ai lu le contenu. Voilà. Dans le contenu, je disais, tant que les terroristes sont connectés avec Al-Qaïda, Al-Qaïda qui est en Afghanistan, ce n'est pas la peine de discuter avec eux. Mais ça, c'était avant que Iyad et Koufa eux-mêmes disent qu'ils sont tout à fait prêts pour discuter avec les autorités maliennes. Et Koufa l'a encore répété dans l'interview que France 24 a pu réaliser avec lui. Donc, s'ils disent qu'ils sont prêts à discuter, tentons de discuter avec eux. Moi, je ne garantis pas la réussite. Mais on peut discuter sur quoi? On discute d'abord sur comment faire la paix. Et ensuite, parce qu'eux, ils ont une demande. Et nous, bien sûr. Oui, on a des principes. Les gens disent qu'ils sont prêts à discuter. Discutons avec eux. Au moins, on saura jusqu'où ils sont prêts à partir. S'ils disent, nous, on veut faire la charia sur l'ensemble du Mali. On veut une république islamique, non seulement sur le Mali, mais sur l'Afrique de l'Ouest. En ce moment, il n'y a pas de discussion. Mais moi, je n'augure de rien. Je dis, les gens disent, on est prêt à discuter, discutons avec eux. Mais ça a été essayé une fois, non? Avec la mission des bons offices, avec le temps de... Ça n'a même pas commencé, puisque cette mission des bons offices a été stoppée avant qu'elle puisse continuer. Je ne sais pas si tu es au courant de cette étape. Mais je reviens sur le fil de ma réponse. J'ai dit, en début de cette année, j'ai dit aux autorités d'aller sur ces différents éléments. Elles m'ont reçu et elles n'ont rien fait. Et après, elles ont organisé le dialogue intermalien avec des termes de référence que j'ai critiqués, puisque les organisateurs du dialogue sont venus me voir. C'est à partir de avril et de mai de cette année, j'ai senti un raidissement au niveau de nos autorités militaires, jusqu'à rompre tous les contacts. Aujourd'hui, quand j'appelle, je n'ai pas quelqu'un au bout du fil. Quand je envoie un message, on ne me répond pas. Quand je pose une demande écrite d'audience, on ne me répond pas. Donc, ce sont les autorités qui ont rompu le contact et c'est dommage. Mais moi, je suis toujours disponible, comme beaucoup d'autres politiques, à aider à ce que la transition se passe bien et se termine bien. C'était ça la question.
D'accord. Mais là, on reste toujours sur votre bouquin, hein. Ça va être peut-être la dernière question sur le plan sécuritaire. Donc, tu as touché un peu la partie négociation et autres. Quand on regarde, parce que tu parles peu des choses techniques militairement. Je sais que tu es un fils d'un militaire. Voilà. Mais je Donc, ne suis pas un expert militaire. ouais, mais quand même, tu as un peu de connaissances dedans en tant que fils de militaire. Mais Uh-huh. tu parles peu techniquement tu parles de la chose militaire. Mais quand j'ai lu tes articles, parce que tu as écrit beaucoup d'articles sur la sécurité, surtout c'est le cœur même de tes analyses qui est à la base et tout. Aujourd'hui, quand on regarde la position de notre militaire, parce que ta thèse principale, c'est que tout n'est pas militaire. Exact. Mais aujourd'hui, quand nos autorités arrivent à armer nos militaires, est-ce que quelque part, ça ne résout pas une partie du problème, même si ça ne fait pas tout? Aujourd'hui, si tu regardes le paysage sécuritaire du Mali, où tu as des avancées. L'avancée la plus symbolique, c'est Kidal. C'est ce dont tout le monde parle. Ça te fait plaisir parce que non, c'est pas que ça me fait plaisir, mais ça remplit rapport de à fierté tout malien. ouais. Ça remplit de fierté tout malien parce que Kidal est malien et Kidal restera toujours malien. Donc, quand l'armée du Mali entre à Kidal et que le gouverneur du Mali est là et autres sous le contrôle total de Kidal, bah, écoutez, c'est rempli de fierté tous les Maliens. Ça, il n'y a aucun souci, tout le monde le reconnaît. Mais la sécurité, ce sont les Maliens. La sécurité, ce n'est pas le territoire, c'est les Maliens. Quand à Farako, à Ségou, Farako, c'est juste de l'autre côté du fleuve, à Ségou-Ville, le bâtiment du gouverneur fait face au fleuve. De l'autre côté du fleuve, on a la commune de Farako. Farako, les écoles sont fermées depuis plus de 2 ans. Ça, c'est Ségou. Après, on va à Banamba. On va se rendre compte que Banamba, sur les 12 communes de Banamba, à part la commune centrale de Banamba, les autres communes, les préfets et les sous-préfets ont quitté et sont tous centrés sur Banamba. On va à Kolokani. Nous allons voir des communes de Kolokani où les autorités ne sont pas là. On va encore plus à l'ouest. Là, on est en train d'entrer dans Kaï. On va à Nara. Ensuite, on va à Nyoro. Je ne sais pas si tu as suivi, il y a 2 mois, Nyoro a été attaqué, la ville de Nyoro. On va encore plus à l'ouest, on va à Yelimane. On va voir au nord de Yelimane, sur la frontière mauritanienne, Crémis. Des endroits comme ça, vous avez les djihadistes qui sont présents et les autorités qui sont de moins en moins présentes. Donc, la réalité est contrastée. Il y a des avancées, mais il y a encore des chantiers importants. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais il y a plus d'écoles fermées aujourd'hui que quand Ibeka tombait. Oui, justement. Bon, ça, je Donc, valide. ça veut dire que la réalité sécuritaire, elle est complexe. On ne va pas dire que c'est totalement noir. On ne va pas dire non plus que c'est totalement idyllique. Mais il y a encore des chantiers importants auxquels il faut faire face. Par exemple, quand tu dis dans tes écrits qu'il faut créer des opportunités pour les jeunes, pour les jeunes. Justement, est-ce que ça peut résoudre tout aujourd'hui, en fait, quand on regarde... Ça peut résoudre une partie des problèmes parce que les enquêtes ont montré que quand 10 jeunes basculent dans le terrorisme, il y en a 5 qui le font pour prendre un salaire. Pas pour des raisons sociales, idéologiques, mais pour simplement être payés par mois. Donc, si on offre des alternatives à ces jeunes, je pense que beaucoup d'entre eux ne sombreront pas dans le terrorisme. Il faut tenter, il faut essayer. Il y a d'autres pistes, il y a d'autres solutions. Mais le tout militaire ne peut pas fonctionner. Ça n'a pas fonctionné ailleurs, ça ne peut pas fonctionner chez nous. Ok. Bon, là, j'aimerais bien qu'on continue sur tes écrits, parce que c'est passionnant, ce que tu dis. Allons-y. Comme je dis, mais on ne peut pas brosser tout aujourd'hui. Absolument. À une autre occasion, on va parler en détail. Mais là, on va parler un peu de tes actualités politiques pour aller vite. Donc, du coup, tu as dit tout de suite que tu as lancé une activité ou un mouvement pour sauver la transition. Oui, en début d'année. Mais et pourquoi la transition doit être sauvée? Parce que je pense que la transition est en train de s'enliser doucement mais sûrement. Et je pense que le temps joue contre la transition. Le temps joue contre la transition parce que les difficultés économiques s'amoncellent. Les difficultés viennent les unes sur les autres. On a un contexte social avec des restrictions aux libertés qui sont très très fortes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de prisonniers d'opinion au Mali. Vous avez Rasbach. Mais pourquoi toi, tu n'es pas en prison? Alors que pose la question à ceux qui mettent les gens en prison, pas à moi quand même. Hein? Tu as Rasbach, tu as Clément, tu as Étienne Fakaba, tu as Ben Le Cerveau, tu as Rose Lavichère. Tu as beaucoup de personnes
parce qu'ils ont simplement émis des opinions, ils sont en Mais prison. est-ce qu'il n'y a que ça? Parce que là, sans te couper la parole, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas une façon aussi de s'exprimer? Je ne défends pas non plus la transition. Ah, pour quelqu'un qui est un journaliste, Non, je ici, défends toi, pas. Non, tu viens me dire qu'il y a une façon de est-ce qu'il n'y a pas une s'exprimer, façon de et s'exprimer? surtout pour des J'ai gens pas comme fini. RP Média. Non, je n'ai Ah pas- non, 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 c'est non, pas qui te je n'ai reprend. pas fini ma phrase. Hein. RP Média Je de n'ai- 2012 à aujourd'hui, c'est l'impertinence, c'est Justement. beaucoup de professionnalisme. Exactement. L'impertinence fait partie du journalisme. Je sais, je suis d'accord avec toi. Ah, Mais il faut sauf que- surtout pas que RP Média commence Non, à dire il j'ai faut pas des fini. façons de s'exprimer. Non, j'ai pas fini ma il phrase, faut, Moussa. il faut. J'ai pas fini Ah, ma phrase. ok, bon, je te Tu laisse vois, continuer ta est-ce qu'il n'y a pas phrase. une façon de s'exprimer? C'est là où je reviens sur toi. Mhm. Parce que quand on regarde ta façon de communiquer, les contenus que tu émets, c'est juste t'es plus dans le partage des connaissances, Ouais. des vrais problèmes du Mali. Tu Oui. t'attaques plus aux vrais problèmes du Mali. Oui. Donc c'est différent de celui qui vient s'attaquer à une personne. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'il n'y a pas une façon aussi de dire ses Moi, je opinions? dis, la liberté d'expression n'est pas négociable. L'impertinence, Mhm. la causticité font partie du journalisme. Vous avez plusieurs types de journalisme. Et RP Média, encore une fois, ne peut pas donner de leçons à la matière. Moi, Non, j'ai été tensé plusieurs fois sur le plateau de RP Média, Exactement. comme tu es en train de le faire. Mhm. Il faut des journalistes comme ça. Si tous les journalistes viennent et disent « Monsieur, bonjour. Monsieur, comment vous allez aujourd'hui? Monsieur, vous êtes beau, vous êtes grand », c'est le journalisme qui est mort. Mhm. Il faut laisser les gens être impertinents. Il faut laisser les gens faire de l'inquisition, des enquêtes, pousser les gens dans leur retranchement, les obliger à reconnaître les faits. Et ça fait partie du journalisme. La liberté Ça, d'expression n'est pas discutable. Oui, très sur sincèrement. sur la place publique du Mali Moi, je aujourd'hui, vais pas entrer- On voit un peu de contenu comme ça, en fait. Hein. Ah, il y en a encore. On Ah, il y en a. Par ah, exemple, non, moi, non, je non, prends un non. exemple. Peut-être Non, il y on en va a en venir. encore. Par rapport à ta dernière sortie, Mhm, quand tu dis que tu as renoncé à tes privilèges de Premier ministre, Mhm. j'ai vu, au fait, au lieu que les gens s'attaquent à l'idée, mhm. on s'attaque à la personne de Moussa Mara. Oui, Tu vois? oui, mais après, attention. on va en venir. Attention, ça c'est politique. Là, je ne parle pas de politique. Mhm. Je dis, vous avez des citoyens qui ne font pas la politique, mais qui parlent de société. Rose Vicher. Je ne sais pas si tu connais Si, ce je la qu'elle connais, faisait. ouais, je Voilà. connais, ouais. Donc, vous avez des acteurs de la société civile qui sont en prison pour simplement avoir mis en lumière des réalités. Ce n'est pas acceptable, on ne doit pas le faire au Mali. Mhm. La classe politique. Nous avons 11 de nos camarades aujourd'hui qui sont en prison. Mhm. Quels actes ont-ils posés? Ils se sont réunis pour parler politique. Et dans un contexte où le gouvernement avait suspendu, pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, en tout cas les 30 dernières années, le gouvernement avait suspendu les activités politiques. Ce n'est pas acceptable. Ces gens, ils sont en prison. Le gouvernement a levé cette suspension. Ces gens sont toujours en prison. Mhm. Le Mali gagnerait à laisser les gens s'exprimer totalement, à laisser les activités politiques se mettre en place totalement. Mhm. Donc, ce contexte-là, c'est quand même un contexte qui est important à souligner et il faut qu'on travaille à le lever. Et ça fait partie des éléments sur lesquels j'insistais pour dire que la transition doit résoudre ce problème, en plus du problème économique, ensuite en plus du problème de paix. Et enfin, la transition aussi doit ouvrir une perspective pour la fin de la Pour la fin de la transition. transition. Parce que c'est une transition sans fin. C'est une transition qui porte préjudice à ses auteurs, à ses propres acteurs. Le temps joue contre la transition. Ok, on va revenir un peu sur cette liberté D'expression. Je reviens encore à un de tes articles, la professionnalisation des médias au Mali. Donc, tu as donné des pistes de réflexion. Absolument. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette pas mésentente, mais une forme de conflit entre l'espace politique et les médias à ce niveau? Quand tu dis, par exemple, il faut laisser les gens s'exprimer. Bon, on sait que comment les médias marchent aujourd'hui. Quand une personne est contente, elle va juste s'élever pour créer un média, dire ce qu'elle veut attendre, autre. Mais est-ce que finalement, cela n'est pas aussi critiquable? Je suis tout à fait d'accord. En fait, la liberté d'expression doit être organisée. Nous devons avoir un secteur médiatique professionnel, indépendant, solide, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Et l'autorégulation, tu as parlé de ça. J'aimerais bien que tu détailles ça. L'autorégulation, c'est-à-dire pour acteurs. moi, ce n'est ni à la justice, ni à la politique de mettre de l'ordre dans la profession journalistique. Ce sont les journalistes eux-mêmes, les hommes des médias eux-mêmes qui doivent mettre de l'ordre chez eux. Là, tu as parlé de l'espace médiatique.
Donc là, je vais te poser une dernière question Mm. sur même en fait, le déroulé de la transition actuellement. On sait qu'il y a beaucoup de, bon, pas beaucoup de promesses, mais la promesse a été donnée que les élections auraient été organisées, je crois, c'est en février 2023. Ça n'a pas été fait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque pour qu'on avance, pour qu'on organise les élections, afin qu'on puisse connaître un espace politique. Exact. Sauf que la question, c'est pas à moi qu'il faut la poser. Hein. Je pense qu'il faut la Mais poser tu es un homme politique, aux Moussa. autorités de la transition. Moi, je te dirais qu'il n'y a rien qui bloque. Pourquoi? Parce qu'on a organisé déjà des élections l'année dernière. On a organisé un Et la référendum. question des fichiers électoraux. Voilà. On a organisé un référendum. Le référendum, c'est basé sur un fichier électoral. Et il y a eu une constitution qui a été votée. Techniquement, on peut organiser les élections. Après, il y a la volonté politique. Les autorités de la transition ont décidé de reporter les élections qui devaient avoir lieu cette année, 2024. Ils l'ont décidé en septembre 2023. Ils ont utilisé deux arguments. Le premier argument, ça, c'est le fichier électoral. Cette année, eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont réglé ce problème. Le deuxième argument, c'était les réformes. À l'occasion de la session parlementaire actuelle qui est en cours, tous les textes ont déjà été approuvés en Conseil des ministres. Ces textes doivent juste être votés. Donc, normalement, à la fin de cette année, techniquement, il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas organiser les élections. Après, il reste la volonté politique. Ça dépend des autorités. Ok, j'aimerais bien continuer cette interview, mais on n'a pas malheureusement assez de temps. Mais tes derniers mots C'est de vous remercier, de remercier RP Média, de vous encourager et de dire qu'on est toujours disponible, même faire des interviews de Bamako. On vous demande de saluer tous vos collaborateurs. On se dit à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci à toi, Moussa Mara. Merci à tous nos téléspectateurs pour rester connectés à RP Média. Quand même, je vous conseille d'aller lire les écrits de Moussa Mara, même si certains éléments sur lesquels on n'est pas d'accord, mais quand même, c'est des écrits super intéressants qui donnent des champs de réflexion sur le plan économique et politique, qui est rare au Mali. Et je dirais tout simplement, Moussa Mara, c'est l'une des figures politiques au Mali qui prend la parole de cette manière. En tout cas, merci pour ta présence. Merci à vous tous et à très bientôt. Salut.